93.1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, Taxi Presse donne la parole à qui veut la prendre. Et ce matin, comme annoncé, notre invité, Dr Ekwe Gada Foli, il est politologue, universitaire, président du mouvement panafricain Alaga. Avec lui, nous souhaitons revenir sur les grands sujets de l'actualité. Notre pays, vous le savez, depuis bientôt 4 mois, est miné par une crise socio-politique aiguë, sans précédent, une situation qui inquiète jusqu'au-delà des frontières. Les chefs d'État de la sous-région se bousculent d'ailleurs pour offrir une solution de crise ou de sortie de crise. À l'origine, selon l'opposition, le refus du pouvoir de Faure Gnassingbé d'opérer les réformes telles que prescrites par l'accord politique global depuis 2006 et depuis août dernier, le 19 précisément, le PNP puis toute l'opposition, un peu 14 partis, mobilise la rue et réclame le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora. Et dans la foulée, on demande aussi le départ de Faure Gnassingbé ici et maintenant. Et sur cette dernière demande, les avis ne sont pas les mêmes. Que pense l'élite, les universitaires qui ne se prononcent ou se prononcent très peu sur des sujets qui touchent pourtant à la cité? C'est à cet exercice que nous voulons soumettre notre invité ce matin. Bienvenue. Juste une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Ce mercredi, beaucoup de journaux. Il y a le Confrère Liberté qui évoque les préalables au dialogue. Faure Gnassingbé s'oppose à la libération de l'imam de Sokodé. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté. Il y a le journal La Nouvelle Tribune qui est aussi dans les kiosques. Le confrère donne l'alerte ce matin des produits laitiers contaminés sur le marché. Vous achetez le journal Nouvelle Tribune et vous aurez tous les détails là-dessus. Il y a aussi le journal Le Changement, Togo, pour des revendications légitimes. L'opposition et les élèves dans la rue, mais l'armée pour la répression. L'article a découvert dans le journal Répression des militants de l'opposition samedi dernier une manœuvre pour amener l'opposition à boycotter le dialogue, pense le confrère Le Changement. Flambeau des démocrates qui évoquent le rapport d'achèvement du PDC+, la vérité des chiffres et puis le dialogue Togo-Union européenne, les diplomates européens inquiets de la situation au Togo, c'est dans l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Il y a le bi-hebdomadaire Le Correcteur qui est aussi dans les kiosques. Insouciance et boulimie du pouvoir, le plan secret du grand chelem de Faure Gnassingbé à travers le pays, une visite à Koumassi pour torpiller le dialogue, se demande le confrère Le Correcteur ce matin, le journal qui évoque aussi la crise avec la coalition qui dénonce l'apartheid du régime et annonce de nouvelles mobilisations. C'est à découvrir dans le journal Le Correcteur. Le quotidien Forum de la semaine évoque le récent voyage des leaders de l'opposition à Paris, Lomé, au sommet de l'opposition togolaise, des porte-paroles et non des leaders, conclut notre confrère. Le journal qui évoque aussi le H-Crune avec la mise en œuvre du programme de réparation. La phase proprement dite des indemnisations démarre le 12 décembre prochain. C'est à lire dans le quotidien Forum de la semaine. Le hebdomadaire chronique de la semaine aussi. Francis Pedro Amouzoun et Jean-Pierre Fabre pris en flagrant délit de mensonge. Les manifestants n'ont pas été bastonnés par les militaires au niveau du bar 3K, écrit le confrère. La crise sociopolitique togolaise au menu du 18e dialogue entre le Togo et l'Union européenne. Le gouvernement rassure, l'UE promet son soutien infaillible, renseigne chronique de la semaine.
Il y a le journal Le Patriote aussi qui est dans le kiosque ce matin. Résolution de la crise togolaise. Le dialogue annoncé prend-il finalement de l'eau? Se demande le confrère. Le journal qui parle aussi de Gilles Christ Olympio avec la résolution de la crise togolaise. Gilles Christ Olympio sort par la grande porte et trace une voie exemplaire à la classe politique togolaise. C'est dans le journal Le Patriote ce matin. Ouattara les vainqueurs aussi revient sur le périple de Faure Gnassingbé à l'intérieur du pays, la rénovation des filières de formation, de l'enseignement technique. Le président Faure pose la première pierre d'un institut dédié à l'aquaculture. C'est à lire dans le journal. Et puis les comptes de la CAN 2017. Où sont passés les 600 millions du contribuable togolais? Se demande le journal Ouattara les vainqueurs. Le confrère évoque aussi, si vous voulez, la mise en œuvre du programme de réparation. Le H-Crone démarre la première étape des indemnisations le 12 décembre. Écho du pays politique quand les manifestations perturbent l'économie nationale. Et puis par rapport toujours à la crise, la CCIT qui lance une enquête pour connaître les impacts sur les entreprises. C'est à lire dans le journal. L'éditorial de notre confrère est toujours lié à la crise politique avec les politiques togolais. Vont-ils ou veulent-ils un vrai dialogue? C'est l'interrogation du confrère Écho du pays. Le journal Lettre de la Causa, processus de réconciliation, la phase de l'indemnisation des victimes démarre le 12 décembre prochain, annonce aussi notre confrère. Électrification rurale à base de kits solaires, c'est ça. Le projet CISO entre dans sa phase opérationnelle, écrit notre confrère qui parle aussi de ces fameux 600 millions de francs CFA se trouvent dans les comptes de la CAN, de la nécessité de dévoiler les auteurs de la magouille. Dunia, Le Monde, crise sociopolitique, économie en dégringolade, la peur du lendemain, à quand le dialogue? L'interrogation du confrère à lire à la page 3. Et puis, malgré la sortie de Gilles Christ Olympio, l'UFC n'entend pas dénoncer l'accord signé avec l'ex-RPT. C'est dans le journal Dunia, Le Monde. Et le dernier journal, non pas le dernier, l'avant-dernier journal avec nous, c'est Vision d'Afrique, troubles sociopolitiques et dialogue éminent donc au Togo, quand l'approche vigilante et précautionneuse de la France remet les pendules à l'heure. Vous lirez l'article dans le journal. Réorganisation des ailes marchands du Parti Unir, le mouvement des femmes unir pour une plénitude d'engagement. Qui est Raymonde Kayi Lawson, présidente du MFU? C'est le mouvement des femmes unir. Pour le savoir, vous achetez le journal Vision d'Afrique. Il y a aussi le journal Économie du pays, qui est économie et développement, beaucoup plus qui est dans les kiosques ce matin, avec cette question à la une. Qui pourra arrêter Faure Gnassingbé dans sa course au service du social? L'interrogation à découvrir à la page 2. Bonne gouvernance. La conférence économique africaine exhorte les pays africains à en faire une priorité. Et puis un sujet sur l'agriculture avec le maïs. Le maïs, premier produit test du programme COCP School Lab Togo. Le détail, c'est à découvrir dans le journal Économie et Développement. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est La Symphonie. Le confrère évoque l'audit de la CAN Gabon 2017. Un rapport flou et tendancieux de Nathalie Bito pour accuser la Fédération togolaise de football. Et cette réaction du patron de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Yakovi, qui dit, je cite, « J'ai la conscience tranquille parce que je n'ai rien à me reprocher. Les fonds alloués à la Fédération n'ont jamais été gérés par la Fédération. Je le dis haut. » a-t-il conclu. Vous lirez sa réaction dans le journal La Symphonie ce matin. Et puis, la vraie sorcellerie, écrit notre confrère, c'est quand on dit oui au dialogue, mais on continue de marcher. Et un autre sujet, c'est lié au congrès constitutif du mouvement des femmes unir. Forte détermination des femmes à booster le rayonnement du parti. Et la jeunesse unir en congrès ce vendredi à Dapaon. C'est dans le journal La Symphonie. Vous avez compris que dans les kiosques ce jeudi, il y a pas mal de journaux. Outre La Symphonie, vous avez le journal Économie et Développement, Vision d'Afrique, Dunia Le Monde, Lettre de la Causa, Écho du pays, Ouattara les vainqueurs, Le Patriote aussi est dans les kiosques, Chronique de la semaine, le quotidien Forum de la semaine, le quotidien Liberté, le bi-hebdomadaire Le Correcteur, l'hebdomadaire Flambeau des démocrates, l'hebdomadaire Le Changement et le numéro 0038 de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune.
Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Merci d'être avec nous ce matin. C'est pas évident. Les universitaires qui ne se prononcent presque jamais sur les grands sujets de l'actualité. Heureusement que vous êtes panafricaniste et que tout le temps vous vous rendez disponible quand même à la presse pour évoquer les grands sujets. Alors nous allons commencer avec justement cette faible prise de parole de l'élite. Est-ce que vous comprenez la presse et l'opinion dans son ensemble quand, je ne veux pas dire qu'on s'énerve, mais quand on l'évoque? On dit que vous êtes là à prendre la parole pour vous prononcer, pour peut-être orienter la cité. Faire des mises au point des concepts, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, notamment la question du retour à la Constitution de 1992. On va l'évoquer tout à l'heure. Qui, au plan juridique, aucun juriste sérieux ne vous dira que c'est possible. Que ce soit au niveau de ce qu'on appelle la machinerie juridique, qu'au niveau des choix politiques, ce n'est pas possible. Mais on l'entend tellement dans le champ social et public que, comme disaient Hitler et Mussolini, c'est pas la peine de dire la vérité, il suffit de marteler le mensonge plusieurs fois et ça devient vérité. À force d'entendre ces choses, ces montants, on finit par croire que c'est possible. Il y a des sages dans le pays, il y a des universitaires dans le pays. C'est important qu'ils descendent dans le champ pour expliquer aux gens, aux leaders, à tous, ce qui est faisable. Alors, ce qui n'est pas faisable. Certains de vos camarades, de vos amis, de vos compagnons, quand on les interroge sur ces questions, ils rechignent quand même à poser leur avis, leur opinion sur ces grandes questions qui intéressent la cité. Alors, on justifie cela par plusieurs prismes. Soit on occupe des postes, on a peur, quand on se prononce sur des sujets, ça peut coûter des postes. Dans l'opinion, on a peur des critiques. Et c'est pour ça on se met dans le coin et on ne parle pas. Mais en réalité, est-ce que ça ne pose pas un problème? Ça pose un problème très sérieux. Vous savez, la question des postes dont vous parlez est réelle. Elle n'est pas fictive. Donc je comprends les universitaires qui refusent de protéger ces postes. Voilà, parce que c'est très délicat. Certaines déclarations peuvent être préjudiciables pour une partie comme pour une autre. Et quand des déclarations font très mal et que certains acteurs décident de vous faire payer ce que vous avez dit, ça peut vous coûter votre poste. Et vous comprenez très bien que la logique de la conservation de la vie veut que l'individu se protège. Alors, on ne peut pas leur reprocher. C'est l'environnement dans lequel nous sommes qui conditionne. Quand on est un éclaireur, on avance, on éclaire. C'est contemporain. C'est vrai, ça c'est une autre dimension de la conscience sociale. Maintenant, comme vous le dites, les universitaires qui savent que, mais écoutez, il y a une cave, la cave de Platon. Oui. Il y a des gens qui vivent dans l'ombre, d'autres qui vivent dans la pénombre et d'autres qui vivent dans l'obscurité. Mais il faut apporter un peu de lumière. Quel que soit ce que ça me coûte, j'apporte la lumière. Pour le faire, il faut un certain courage moral et politique. C'est pas toujours donné à tout le monde. Nous-mêmes qui sommes ici, qui parlons, nous savons qu'au-delà de la configuration du champ politique et social où nous vivons, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui ne se disent pas. Et le minimum à expliquer, à dire, pour que les gens comprennent plus, je crois que les universitaires le doivent aux populations et aux acteurs. Parce qu'aujourd'hui, le débat politique est laissé en dehors des politiques aux journalistes. Tout à fait, tout à fait. Les journalistes, ils font leurs envolées, ils expliquent ce qu'ils peuvent expliquer, ils disent mal ce qui doit être dit d'une autre façon, et les populations qui généralement ne comprennent pas tellement, ils ne sont pas dans la logique du rationnel, ils sont dans la logique de l'estomac, ils prennent parti. Ils prennent parti sur la base de ce qui se dit. Mais à défaut de vous avoir, à défaut que vous, les leaders, vous, l'élite, communiquez, la presse fait le travail à votre place. Ce n'est pas aussi sa faute. C'est pas la faute de la presse. C'est pas la faute de la presse. La faute doit occuper l'espace, le vide que les universitaires ont laissé. Et je crois que les universitaires nous écoutent. Ce débat est déjà lancé et quelques-uns, dernièrement j'ai vu qu'il y a des universitaires qui viennent, qui commencent à sortir
de l'université pour expliquer des choses. C'est important et c'est bien. C'est un parcours. Très bien. C'est un parcours. Et on espère les avoir aussi avec nous très très souvent, pas que sur des questions liées au retour à la Constitution de 1992, parce que ceux qui sortent ces derniers temps, c'est beaucoup plus sur ces questions. On aimerait les écouter sur d'autres sujets intéressants aussi de notre vie. Alors, vous êtes un universitaire, vous êtes un politologue, c'est pour ça qu'on vous a invité aussi. Il se fait qu'il y a une année, vous avez sorti un ouvrage, Question d'État Sylvanus Olympio au cœur des révélations franco-togolaises. Alors, l'ouvrage, quand je parle quelques extraits parce que je ne l'avais pas eu, je l'ai dit à l'antenne. Alors, j'ai remarqué juste que ça apporte quand même une lumière sur la période de 58-63 de l'histoire du Togo. Oui. Vous savez, c'est la période cardinale, c'est la période de la racine. Et la malcompréhension des dynamiques de cette période fait en sorte qu'on ne peut pas bien comprendre l'état d'exception du Togo. Tout le monde sait aujourd'hui que le Togo est un état d'exception. Pourquoi l'est-il? Parce qu'il y a eu, durant cette période-là, certains événements d'une grande ampleur nationale et internationale qui font que la gestion du Togo doit se faire dans un cadre sui generis, complètement particulier. Voilà. Et c'est plus ou moins ces questions que j'ai abordées dans l'ouvrage. Il y a la question monétaire, il y a la question de la défense dont on parle moins. Et aujourd'hui, les gens se posent des questions sur l'état de l'armée. Il faudrait remonter à cette période-là pour comprendre comment l'armée est née et quelles ont été les prémices du lancement de notre armée. Les prémices morales surtout, du lancement de notre armée. Donc, il y a également la question de la diplomatie qui est très importante. Et à la fin, un épilogue où nous expliquons comment se fait-il que le gouvernement Olympio n'ait pas pu anticiper certains problèmes qu'il y a eu. Vous savez, le plus grave problème de cette période-là que nous vivons, c'est celui d'ordre sociologique. Le Togo est l'un de ces rares pays où il n'y a pas encore d'intégration entre les différentes communautés qui vivent dans le pays. Nonobstant les efforts du général Nassimbe Yadema, l'unité nationale, tout cela, les Togolais sont demeurés dans leur caste communautaire. Or, on ne peut pas fonder une démocratie pluraliste à l'occidental dans des sociétés où l'individu ne vit pas dans le contexte individualiste, mais vit dans le cadre communautaire. Puisque la représentativité dans la démocratie est liée à l'individu. Alors que quand nous vivons dans des schémas communautaires, il faudrait penser d'abord à une représentativité d'ordre communautaire. Et dans le cadre de cette représentativité, on décline les représentativités individualistes. C'est de l'ingénierie sociale. Et quand vous parlez justement des universitaires, c'est notre rôle d'expliquer ces choses afin que les acteurs tirent des concepts opérateurs ou opérationnels afin de bien diriger ce qu'ils font. Et c'est cette période qui explique tout ça. Alors, quand on parcourt le livre, en tout cas pour les extraits que j'ai eu quand même à parcourir ce matin, puisque je savais que vous devez être là, vous n'êtes pas tellement fan de Sylvanus Olympio, pas de sa personnalité, mais les faits, les actes qu'il a posés. C'est ça qui vous a séduit? Bon, en fait, à la fin de la recherche, bien sûr, j'ai été toujours, je pose des questions. Pourquoi il y a cette aura autour du monsieur? Et quand j'ai commencé la recherche, j'avais aucune sympathie. Je le dis, je ne l'ai pas écrit, mais je le dis aujourd'hui, aucune sympathie pour l'homme. Non? Je commence à étudier ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait, jusqu'où est-ce qu'ils amenaient ce petit pays. Alors je me suis rendu compte que c'était en fait de grands visionnaires. Mais il y a certains qui ont dit que Sylvanus Olympio, si c'est qu'il a été au bout, c'est un grand dictateur. Il devait être un grand dictateur. Voilà, je l'ai fait remarquer à un collègue professeur l'autre fois. En fait, il y a eu deux périodes. La période de 58, disons de 60 à mars 61, où il a subi le premier coup d'État raté. C'est en ce moment-là, la Constitution est venue en 60. Alors, ils ont changé la gouvernance, l'approche. Au début, c'était très libéral. Les archives américaines et françaises le disent. On dit, mais quel est ce pays-là, ce président, qui sort de la colonisation avec un régime quasi libéral, si libéral, vous voyez? Et c'est après qu'il a commencé à se rendre compte qu'écoutez, tout le monde on n'est pas fait d'ange, en fait. Donc il faut commencer à faire la répression. Malheureusement, celui à qui il avait confié ce travail, c'était
un homme tellement zélé, M. Théophile Mali, qui était tellement zélé qu'il a commis beaucoup de maladresses dans la question de sécurité, dans la gestion de la sécurité. Il a mis des gens en prison et de façon injuste, et tout ceci a créé à la fin ce que j'appelle la convergence des conditions endogènes qui vont précipiter la chute. Donc la chute était déjà prévue, mais ces conditions vont précipiter la chute de la Première République. Alors, pourquoi est-ce que vous estimez aujourd'hui, ça aussi je l'ai lu, pourquoi est-ce que vous estimez aujourd'hui que les troubles sociopolitiques que notre pays traverse aujourd'hui sont intrinsèquement liés au renversement justement du régime de Sylvanus Olympio? Voilà. En réalité, ce que Olympio représentait, c'était la délivrance du Togo des mains des Français. Oui. Mais au plan interne, il représentait également la victoire d'un camp contre un autre camp. Les CUT? Oui, le CUT, qui était contre le PTP et le CPN. Oui. Donc, il y avait un double enjeu, l'enjeu national, l'enjeu interne. Malheureusement, il y avait une conjoncture, une conjonction, vous m'excusez, entre l'UCPN, le Progrès, et l'aile française. Ce qui fait que Olympio, au pouvoir, représentait l'indépendance du pays, mais représentait aussi une partie de ce pays contre les intérêts français. Lorsqu'on le renverse de façon illicite, puisqu'il n'a pas quitté le pouvoir de façon démocratique suivant les tests, ça a été lors d'un coup de force. Lorsqu'on le renverse, la partie qu'il représentait, qui était majoritaire à l'époque, c'est transversal, hein, depuis le nord jusqu'au sud. Hein, et cette partie-là s'est vue brimée. Donc il y a une bipolarisation de la vie politique. Les gens qui sont pour la Blorée, les gens qui sont contre la Blorée, qui sont avec les Français, on n'en est pas encore sorti. Et c'est la raison pour laquelle l'alternance est finalement entendue comme étant une victoire d'un camp sur l'autre. C'est-à-dire, l'alternance aujourd'hui que les gens cherchent est entendue comme étant la possibilité pour le camp qui a été délaissé pendant une décennie de reprendre le pouvoir. Or, dans une démocratie, l'alternance ne peut pas être entendue sous ce rapport. Vous passez au pouvoir, je passe au pouvoir. Il n'y a rien de... C'est dans l'ordre normal des choses. C'est dans l'ordre normal des choses. Aujourd'hui, ce n'est pas cela. C'est cela qui fait que le Togo est un pays d'exception. Donc moi, je vole un concept de Lévi-Bruhl, le concept de prélogisme, en disant que nous sommes en fait dans une étape de pré-démocratisation. On n'est pas dans la démocratie. On est dans l'antichambre de la démocratie. Et dès lors que ce problème n'est pas réglé, on parlera avec des tests démocratiques, on aura des arguments, des rhétoriques démocratiques, alors que les comportements des acteurs suivent d'autres logiques. C'est cela le contraste du cas togolais. Et je crois que tout dialogue aujourd'hui doit envisager l'ouverture de cette question. Le dialogue, on va en parler tout à l'heure. C'est vrai que depuis plusieurs jours, on nous dit que ça se précise, mais nous remarquons que rien ne vient au bout du rouleau, puisque le confrère Liberté, d'ailleurs ce matin, nous renseigne que Faure Gnassingbé s'oppose à la libération de l'imam de Sokolé. Ça fait partie quand même des conditions posées par l'opposition également pour aller aux discussions. On va y revenir tout à l'heure. Mais vous, en tant que politologue, depuis 4 mois maintenant, vous observez la vie politique de notre pays. C'est une crise pour beaucoup, une crise sans précédent. Comment est-ce que vous l'analysez finalement? Bon, j'ai une clé de lecture. C'est la clé des facteurs exogènes. Je vais m'expliquer. D'accord. En réalité, nous sommes partis d'une élection 2015. Un président est élu. Il y a eu du pluralisme électoral. On n'a pas empêché les gens d'aller aux élections. Les gens sont allés, ils ont perdu. Le président élu prête serment, la République est en route. Il y a toujours des problèmes sociaux. On ne va pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en aura toujours. Même dans des pays développés, il y a toujours eu des problèmes sociaux. Yes. Et donc, dans la normalité, le 19 août, on voit une résurgence des manifestations d'ordre politique. C'était des manifestations politiques. Ce n'est pas la société civile qui, s'étant organisée, rassemble un peuple, une population pour faire des réclamations d'ordre social et différent. C'est des politiques qui ont drainé des foules et ils font des revendications qui ne se comprennent pas dans le train de la vie de la République en cette période.
Et donc, je me dis qu'il y a un aspect exogène, étranger, dans ce qui se passe. Et cet aspect est lié aux questions sécuritaires de la sous-région. Lorsqu'on en parle, souvent au Togo, les gens ne comprennent pas qu'il y a un versant sécuritaire. Et lorsque vous voyez l'armée intervenir dans des questions, vous savez que depuis très longtemps, l'armée a été casernée. On ne voit plus les militaires. Et à partir de ce problème-là, de cette crise, les militaires sont sortis. Mais posons-nous des vraies questions. Il y a des informations qui filtrent qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas donner. Mais aujourd'hui, sur la question sécuritaire dans Togo, la sous-région, oui, et les questions sous-régionales. Oui, elle n'est pas que liée au Togo. Voilà. Parce que depuis quelque temps aussi, on écoute les officiels togolais qui ne cessent de comparer le PNP, qui est le parti de Tikpi Atidam, à un groupe extrémiste, terroriste et consorts. Oui. C'est de ça que vous voulez parler? Pas vraiment dans ces termes-là, mais ouvrir le débat sur l'émergence de cette contestation, qui est une contestation brutale et atypique. En réalité, est-ce que la contestation à laquelle nous assistons aujourd'hui, est-ce qu'elle est véritablement brutale? Nous savons que depuis 2006, il y a un accord politique global qui a été signé, et depuis lors, l'opposition estime que les conclusions, sinon les recommandations, n'ont jamais été mises en œuvre. Et depuis, on réclame les réformes, et ça ne vient jamais. Bon, vous savez, vous parlez de l'APG. Bien sûr. Alors, il y a toute une bonne partie de l'APG qui a été exécutée et qui est en cours d'exécution. Les points qui ont connu d'achoppement, c'est les points qui sont purement politiques, liés à l'alternance, directement à l'alternance et au processus électoral. Vous savez très bien que l'APG a prescrit, tel un médecin, le consensus. Or, aucun accord, que ce soit au plan national ou international, ne peut s'imposer à la constitution d'un État. Nous sommes toujours dans l'ordre de San Francisco, l'ordre mondial de 45. Donc, l'État est souverain, du moins au plan juridique. Donc, les tests de l'État doivent être respectés. C'est là la raison pour laquelle les modifications ordonnées par l'APG devaient passer par des modifications constitutionnelles, qui sont régies par des tests nationaux. Et les tests disent qu'il faut au Parlement les 4/5e, ce qui veut dire qu'il faut un consensus. Bon, si depuis 2005, il n'y a pas de consensus, donc cette partie des réformes reste bloquée. Mais en même temps, nous savons qu'au Parlement, il ne peut jamais avoir de consensus. Bon, c'est cela le défi de la classe politique. Vous êtes allé à Ouaga, vous avez compris que la question du Togo ne peut plus se résoudre par la force. Aujourd'hui, les politiques intelligents l'ont compris. Et donc, il faut passer par le dialogue, il faut passer par des processus de transition où on se comprend. C'est ce qu'on leur a dit en fait. Il faut faire un effort pour arriver à un consensus. Mais le consensus n'est pas si difficile, puisque la vie est éternelle. Peut-être des gens ont peur qu'ils ne vont pas en bénéficier, mais ils ne font pas le peuple. Le peuple existe, existera après eux. Ce qu'on leur demande en tant que leader, c'est de poser des conditions pour que le Togo puisse décoller. Donc les gens peuvent se sacrifier, même s'il faut 20-30 ans, avec un certain nombre de garanties, pour qu'il y ait une alternance pacifique. Maintenant, le consensus dont on parlait, on pouvait l'avoir en 2007, on pouvait l'avoir en 2014, en 2015, même jusqu'aujourd'hui. Il faut aller au consensus, absolument. Si on ne va pas au consensus, et qu'une partie cherche à damer le pion à l'autre partie, il n'y aura pas de paix. Je vous en assure. Et c'est cela le défi de la classe politique nationale. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi la mauvaise foi des uns, je ne sais pas dans quel camp on se trouve finalement, qui fait aussi qu'on en est arrivé là aujourd'hui? J'ai écrit sur l'Olympique, peut-être qu'on pourra aussi aborder le sujet. J'ai écrit sur l'Olympique la dernière fois quand il a fait sa sortie. Quand on l'écoute, on lit sa déclaration et on voit entre les lignes, on remarque quand même qu'il y a eu une certaine déception. Il s'est allié à Faure Gnassingbé dans un accord depuis 2010. 7 ans après, il donne le sentiment d'être sorti déplumé. Oui, c'est vrai. L'accord n'a pas fonctionné, complètement fonctionné. Et il y a eu des problèmes. Je vous le disais tantôt, l'UFC, l'UFC s'est défriché. Oui. Et a donné naissance à une aile qui est demeurée dans l'ancienne approche. Ça pose problème. Puisque le poids politique, c'est un accord politique.
le poids politique des partis compte. L'UFC ayant perdu toute une base populaire, tout un ensemble de soutien, l'UFC ne pèse plus politiquement. Tout à fait. Peut-être le président de l'UFC, grâce à son aura et grâce à toute l'histoire qu'il représente, a une certaine considération. Mais le parti n'a plus le poids populaire. En démocratie, le poids politique d'un parti dépend du poids de la masse populaire. Hein, vous me permettez, le poids de la masse en physique, c'est pas tellement correct. Bien sûr. Mais ça a le poids politique de la masse populaire. Voilà, donc l'ANC s'étant créé, l'UFC a perdu en fait de son poids politique. Ça fait que l'ANC crée maintenant un problème qui aurait dû ne plus exister, qui ne devait plus exister si l'accord avait fonctionné, s'il n'y avait pas eu une scission. Et ce problème, le régime doit le régler. Donc le régime se trouve devant deux acteurs. L'UFC, avec lequel on a fait, quand je dis on, je fais de ce qu'on appelle la mutabilité de perspective. Je me mets dans le camp, hein, c'est un exercice. Bien sûr. Et donc, on a fait un accord avec vous, l'UFC. Maintenant, on a deux UFC en fait. On a deux acteurs. Et le problème qu'on voulait contourner en faisant l'accord, le problème n'est pas réglé. Il est créé par l'autre L. On doit rentrer encore en négociation avec l'autre L. Ça, ce truc-là a compromis l'accord entre l'UFC et le RPT. Il faut l'admettre. Maintenant, quelle est l'approche de l'ANC? Est-ce une approche conciliante, une approche républicaine ou une approche contestataire et héritée de l'esprit de Sylvanus Olympio, héritée de l'esprit des années 90-92? Vous voyez? Donc c'est cela le problème qu'on voulait résoudre avec l'accord UFC-RPT. Le problème a ressurgi avec l'ANC. Bon, maintenant, à qui devons-nous jeter la pierre? Moi je dis que toute la classe politique togolaise doit prendre conscience que lorsque les éléphants se font la guerre, c'est les herbes qui en pâtissent. Bien sûr. Voilà. Alors aujourd'hui quand même, hein, je le disais dans l'introduction, depuis le 19 août dernier, l'opposition dans la rue réclame principalement deux choses. Le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora. Maintenant, les leaders, entre-temps, ont dit, bon, si Faure Gnassingbé estime qu'il ne peut pas respecter ou ramener la Constitution et faire voter la diaspora, il n'a qu'à quitter le pouvoir. Et là-dessus, même au niveau de la coalition, on nous renseigne que les avis sont partagés sur le sujet du départ de Faure Gnassingbé avant terme de son mandat. Alors, on annonce des discussions politiques. Vous avez dit que le problème togolais aujourd'hui a besoin que les leaders, ou sinon les acteurs, s'asseyent et discutent de fond en comble. Est-ce que la discussion politique dans le contexte actuel est possible? Où les points, où les camps sont rangés? C'est toujours possible. Cela dépend. C'est toujours possible. Ça dépend de la volonté politique des uns des autres. Bon, jusqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une partie qui a tendu la main pour le dialogue. C'est unir, n'est-ce pas? Et on a vu que l'opposition n'a pas vraiment dit non au dialogue. L'opposition dit oui au dialogue sous certaines conditions. Ce qu'on appelle les préalables. Or, certains des préalables compromettent même la logique du dialogue. Et donc, on se demande pourquoi ce blocage? Y a-t-il réellement de la volonté? Il y a la question de la mauvaise foi que les gens soulèvent. Quand vous avez été piqué par, par un serpent ou mordu par un serpent, vous avez peur d'un moustique. Donc, on peut comprendre. Mais, vous savez une chose. Donnez-moi une solution sans dialogue. Donc, critiquons le dialogue. On peut critiquer le dialogue, c'est légitime. Bon, après l'avoir critiqué, après avoir dit que le dialogue n'est pas utile, bon, maintenant donnez-moi une solution sans dialogue. Oui, mais plusieurs années passées, des gens ont dialogué avec le pouvoir. À la fin, ils estiment que le pouvoir n'a jamais mis à contribution les conclusions de ce dialogue. Oui, À quoi bon discuter chaque fois avec un interlocuteur qui, à la fin, ne respectera rien des discussions? Bon, en fait, est-ce que ce n'est pas aussi ça le vrai problème? Non, non, c'est un argumentaire politique. Les dialogues qu'on a connus ont toujours eu deux péchés capitaux, de mon point de vue. Le premier péché, c'est qu'on considère, ou certaines personnes croient que les conclusions d'un dialogue doivent être implémentées par une seule partie. Non. Les conclusions d'un dialogue sont partagées.
il y a une partition que vous jouez, une partition que je joue. Bon, d'où vient donc qu'à la fin, lorsque la partition complète n'est pas jouée, qu'on dise que c'est telle partie, tel musicien qui a mal joué. Et donc c'est un argument. En même temps, on peut le savoir. Voilà, on peut le savoir, comme on peut aussi ne pas le savoir, puisqu'il y a des nuances dans l'action, dans l'événementiel politique. Maintenant, l'autre péché capital, c'est ce que j'appelle la finalité téléologique du dialogue. Vers où envisage-t-on que le dialogue arrive? Il y a une partie qui croit que par dialogue, il entend un mécanisme qui lui permettra d'arriver au pouvoir. D'arriver au pouvoir. Il y a une autre partie qui entend que par dialogue, en fait, j'entends en fait le fait de se mettre d'accord sur certaines conditions de transparence. Bon, dès lors que je crois que le dialogue me permettra de devenir président, chaque fois que je ne suis pas président, je dis le dialogue a échoué. Voilà. Et c'est le contexte du Togo actuel. Voilà. Et je peux dire que c'est la logique de l'opposition. C'est normal, c'est frustrant que des politiciens depuis 90 n'aient jamais, qui ont toujours voulu arriver au pouvoir, n'aient jamais pu briguer la main. C'est frustrant. Donc on peut comprendre que les gens se disent, écoutez, ça trop c'est trop. Si on fait un dialogue aujourd'hui, si ça n'aboutit pas à l'alternance telle que nous l'entendons, le dialogue n'est pas réussi. On peut comprendre. Mais c'est une erreur. Mais en réalité, on veut qu'on crée un cadre normatif quand même pour la cession au pouvoir. Voilà. En fait, quand on dit, écoutez, au Togo, depuis des années, c'est élection à un seul tour, allons à 2 tours. Oui. Est-ce que ça, il peut y avoir une concession possible là-dessus? Bien sûr, mais je crois que ce principe aujourd'hui est acquis des deux côtés, puisqu'il y a eu un avant-projet qui a déjà intégré ce principe. Ce principe est acquis. Mais le processus pour satisfaire quand même sur le test tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale récemment. On est d'accord là-dessus? L'opposition n'est pas d'accord. L'opposition n'est pas d'accord. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas compris officiellement le pourquoi, en fait, la raison. Puisque l'avant-projet a plus ou moins inséré toutes les revendications de l'opposition. Pas toutes. Quand je dis toutes, je me réfère à la question de la présidentielle et du mode de scrutin. Et à ajouter des propositions du gouvernement du gouvernement. Voilà. Et ces propositions-là n'ont pas été acceptées par l'opposition. Et pour cela, on a boycotté le vote de toute la loi. Et vous savez, en démocratie, il faut palabrer. Il faut palabrer. Dès lors qu'on quitte le cénacle, où on palabre, et on va manifester dans la rue, on se pose des questions. À quel moment la rue va-t-elle s'arrêter? À quel moment va-t-on quitter la rue? Puisque la rue ne permettra, à moins que la rue soit finalisée à un coup d'État, un coup de force militaire. Mais si c'est pas là la perspective, on ne voit pas comment est-ce que la rue puisse être une option stratégique pour que l'opposition obtienne ce qu'elle veut. Vous savez, nous vivons dans un environnement international où il y a des choses qui ne sont plus admises. Et il y a ce qu'on appelle la reconnaissance internationale. Quand vous accédez au pouvoir au Togo, vous avez le Bénin à côté, le Ghana, le Burkina, il y a tous les autres États, les partenaires étrangers, et qui ne sont pas d'accord, vous allez commercer avec qui? L'État va vivre comment? D'autant plus que la question économique, il y a la signature du Togo à l'UEMOA. Lorsqu'on vous retire votre signature, le pays s'écoule. Mais en même temps, nous savons que quand vous prenez le pouvoir, la communauté internationale, peut-être une semaine, 2 semaines, elle ne sera pas d'accord avec vous, mais après, elle s'accommodera. Oui, bon, ça arrive souvent. Et ça arrive souvent. Très souvent d'ailleurs. Ça arrive très souvent et à cause de certaines négociations qui se font après dans les couloirs, c'est vrai. Mais est-ce que vous entendez actuellement que par des manifestations de rue, on accède? C'est très dangereux. Je peux vous assurer que c'est très dangereux. Il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Si on fait ça, rien ne nous prémunit contre une autre réplique après 5 ou 10 ans. Vous ouvrez au Togo un champ ouvert à l'instabilité structurelle. Si la rue arrive à dégager Faure Gnassingbé, par exemple, pour vous, ce serait un précédent dangereux. Tout à fait. Je le dis et je l'assume. C'est un précédent dangereux. Alors aujourd'hui, parce que la rue seule ne fait pas trébucher un pouvoir, ne renverse pas un pouvoir. La rue, c'est ce qu'on appelle l'habillage externe. Il y a des forces sous la rue qui opèrent. Et ces forces-là, souvent, ne se déclarent pas. Et on donne la responsabilité aux rues. Comme cela se passe. On ne va pas
m'éterner là-dessus. Je sais ce que je vous dis. En même temps, il y a eu un cas pas trop loin de chez nous. Burkina, bien sûr. Mais je peux vous dire que dans le cas du Burkina également, la rue a été un habillage. Il y a eu la force de la rue, c'est indéniable. Mais ce n'est pas cette force de la rue qui a fait partir, qui a renversé le pouvoir. Il y a eu des pressions à un certain niveau ou à des niveaux. Des pressions qui comptent. C'est cela. Et on peut faire travailler ces pressions sans chambouler l'équilibre social du pays à travers des manifestations de rue. C'est une analyse, ce que je vous fais. Oui, bien sûr, ça c'est une analyse. Voilà, c'est ça que nous on a besoin aujourd'hui, que les intellectuels aussi posent leur avis sur des sujets. Mais depuis le 19 août, nous voyons quand même que la rue est en ébullition. Et peut-être que ça fait pression sur le pouvoir de Faure Gnassingbé à pouvoir rapidement élaborer ce projet de loi qui a été introduit au Parlement. Avant le 19 août, personne n'a jamais vu Faure Gnassingbé dans cette posture. Tout à fait, c'est indéniable. Ça veut dire que ça a été quand même quelque chose, la rue. Oui, la rue est importante dans une démocratie. C'est un espace de participation démocratique qui n'est pas légiféré, qui n'est pas légal, et dans un certain sens. Parce que c'est toujours la loi qui encadre également la rue. Mais lorsque la rue sort du champ décrit par la loi pour renverser le pouvoir établi, alors ça devient illégal. Mais ça existe. Alors, c'est vrai que grâce à la rue, il y a eu une pression et l'avant-projet a été renvoyé. Je ne sais pas, et il faudrait que je le dise pour le futur, si c'est effectivement la pression de la rue qui a déclencher le processus de l'avant-projet, ou si l'avant-projet était déjà en conception. Voilà. Et cela, c'est les techniciens du gouvernement qui peuvent le dire de façon morale, et dire si c'est vrai ou si c'est faux. Peut-être que la rue a précipité l'envoi du projet, l'avant-projet au Parlement. Mais je ne sais pas si c'est la rue qui l'a déterminé à la base. Bon, maintenant, vous aviez parlé également de la possibilité de cette rue de... Savez-vous, tout processus politique actuellement doit tendre vers les élections. Doit tendre. Je plaindrai le président qui viendrait au pouvoir au Togo à travers la rue. Moi, je ne voudrais pas être à sa place. Parce que, oui, la façon dont vous venez détermine le cours de votre mandat et les marges dont vous jouirez. Ça, peut-être que les opposants ou les prétendants ne le prennent pas tellement en considération. Mais c'est le début, c'est la base. Quand vous arrivez à la présidence à travers une élection, vous avez ce qu'on appelle l'onction de la souveraineté populaire. Ça vous donne une certaine autorité morale et un certain poids politique. Et c'est ce qui est souhaitable dans une démocratie. Donc la rue peut servir de pression, mais on doit tendre toujours vers les joutes électorales. Alors aujourd'hui, quand même, on attend toujours, les Togolais attendent toujours les discussions politiques pour voir le bout du tunnel. La situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, est-ce que ça vous inquiète, vous aussi, un docteur Ekoué Fouli? Je suis inquiété beaucoup par la question de la sécurité. C'est la dimension sécuritaire qui nous inquiète. C'est pas tellement... En même temps, de quelle information disposez-vous et peut-être d'autres citoyens aussi, puisque avant vous, j'ai écouté l'ancien président de l'Assemblée nationale, Fambaré Natchaba, l'évoquer, on l'avait interviewé là-dessus. Le ministre de la Sécurité, Yak Damran aussi, l'a évoqué. Le ministre de la Communication aussi sur RFI l'a évoqué. Mais personne ne dit réellement les informations dont il s'agit et qui fait peur aux gens, qu'on agite. Et nous, on ne voit rien. On ne voit rien venir. Mais il y a beaucoup de signaux. Il y a beaucoup de signes qui pourraient permettre aux observateurs de comprendre qu'il y a peut-être anguille sous roche dans la situation actuelle. C'est l'émergence même du 19 août. Et le modus operandi de cette contestation. Vous savez, il y a la dimension économique, financière. Combien coûte une marche? Combien peut coûter une marche couplée dans l'intérieur du pays et à l'extérieur? Mais les manifestants que nous rencontrons les samedis, les jeudis, les mercredis n'ont jamais été payés. Bon, voilà. Il y a tout l'aspect logistique de l'organisation de la marche. La marche coûte cher.
Les opposants qui ont fait l'activité de marche peuvent le dire mieux que moi. Ça coûte cher. Et lorsque vous investissez de l'argent à compte perdu, vous avez assez de ressources. Et vous savez, la raison pour laquelle les politiques sont souvent corruptibles et sont corrompus, c'est qu'ils investissent de l'argent et sans garantie que cet argent leur revienne. Alors, lorsque vous enclenchez un processus pareil de marche continue pendant 4 mois, vous avez certainement des appuis financiers. Alors, moi, je pose une question logique. Quelle est la nature de vos appuis financiers dès lors que l'on considère que leur choix, c'est de faire renverser le pouvoir par la rue, puisqu'on a dit que le président doit démissionner? Quelle nature doit avoir un soutien financier qui déploie du potentiel financier dans ce sens? Posez-vous les bonnes questions. Mais en même temps, au début, on nous a dit que bon, ce mouvement ne résistera pas dans le temps. La rue et des gens vont se fatiguer, la rue va s'affaiblir. Mais depuis 4 mois, on constate que c'est de plus belle. À chaque appel des leaders de l'opposition, les mouvements sont terribles. Pas que Lomé, pas que dans les villes proches de Lomé, mais jusque dans l'intérieur du pays. Justement, c'est cela qui inquiète, justement. Justement, c'est cela qui inquiète. Que forcément, il y a un financement occulte quelque part qui alimente les leaders, qui finance les mouvements de rue. Bien sûr, non, ça c'est plus de l'ordre de la conjecture, c'est de l'ordre du certain. C'est clair. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Maintenant, jusqu'où est-ce que ce flux financier ira, on ne sait pas. Et vous savez... Ce n'est pas interdit de manifester quand même. Hein. Ce n'est pas interdit. La loi encadre la manifestation. La loi encadre la manifestation. Mais la loi n'encadre pas des manifestations dont le but est de renverser le pouvoir établi. C'est cela la différence. Donc, du moment où l'opposition a collaboré avec le ministère de la Sécurité sur les limites, vous avez vu qu'on a eu des marches pacifiques. Et même le discours des marches n'est plus tellement le renversement il n'y a plus ce discours que le président démissionne. Non, le discours a été dépassé. Ça a permis qu'on permette aux marcheurs de faire leur activité. Donc c'est déjà une amélioration. Bon ben, chacun est libre de manifester dans le champ social. Personne ne peut demander aux gens de pas manifester. Mais il faudrait que l'on fasse attention, que les manifestations continues ne deviennent pas un prétexte pour des infiltrations d'ordre exogène. C'est cela ce qui inquiète en fait. Notre système de sécurité, voilà. Et notre système de sécurité ne peut pas avoir peur de manifestations purement endogènes. Parce que le Togo est outillé pour gérer des situations pareilles. Mais lorsqu'il y a des risques d'infiltration externe, alors le code de sécuritaire change. Si vous étiez dans le jaune, vous passez au rouge. Et les ordres que les militaires ou que le système de sécurité reçoivent, ces ordres vont partir. Et les agents du terrain vont fonctionner dans ce sens. Les gens diront, mais que se passe-t-il? Mais eux, ils fonctionnent. C'est-à-dire, il y a un État au Togo. L'État fonctionne. Et l'État n'est pas obligé d'expliquer les motifs de ces différents développements à tout le monde. Ce qui peut expliquer par exemple qu'on assiège la ville de Sokodé, Bafilo pendant des jours et des jours. Tout à fait. Vous savez que Lomé a connu des manifestations beaucoup plus pléthoriques, oui, du point de vue du nombre. Bien sûr. C'est vrai, modéré, quelquefois modéré. On a quand même vu des choses terribles. Hein. Bon, mais Sokodé, c'est ce qu'on appelle l'épicentre. Parce que les observateurs de cette situation avaient déjà remarqué depuis longtemps qu'il y avait une sorte d'État qui se crée au niveau de cette partie-là. Les populations n'allaient plus tellement vers la justice. Et il y a une substitution de la justice religieuse à la justice laïque étatique. C'est-à-dire dans la zone? Oui, les gens allaient volontiers traiter leurs questions auprès de l'imam. Quand je parle de l'imam, je parle de l'imam au sens général. Oui, pas celui qui a été forcément arrêté. Non, de l'autorité. C'est-à-dire que quand on a des problèmes entre nous, on préfère aller voir notre autorité spirituelle. Et entre eux, on règle les problèmes. Qui règle les problèmes. Mais suivant quel code législatif
les imams règlent les problèmes. Mais en même temps, on doit encourager ça. Que dans la communauté, quand il y a un problème, avant d'aller voir un juge, entre nous, si on s'entend, bravo. On doit applaudir, non? Oui, c'est vrai ce que vous dites. Mais il y a une petite nuance. C'est que le système religieux islamique existe dans une fusion avec le politique. C'est-à-dire que, indépendamment de nos chefs-lieux traditionnels ou des coutumes africaines que nous voyons dans nos villages, dans l'islam, il y a cette tendance-là à ce que le politique et le social, le religieux, soient ensemble. Donc du moment où on va chez l'imam, on boude le tribunal, et l'imam devient, l'imam en tant que paradigme, l'imam devient le tribunal dans une ville. La loi à travers laquelle ce tribunal fonctionne est une loi religieuse. Or, nous sommes dans un État laïque. Et nous observons l'avancée des extrémismes religieux dans la sous-région. Ce que je vous dis... À cette allure, vous allez finir par interdire à nos chefs traditionnels ici, au sud du pays aussi, dans notre quartier, le chef quartier, chef canton. Non, pas du dans tout. la cour de ces chefs, il y a de ces... Pas du tout. Ces formes de procès qui s'opèrent tous les jours. Et on a des problèmes entre nous, on va voir le chef. Et c'est lui qui règle le problème. Bien sûr. Alors pourquoi est-ce qu'on ne tient pas le même discours à ce niveau et qu'au niveau de la religion islamique, on a envie... Parce que le registre... En fait, vous savez une chose. Je vais dire quelque chose ici. J'ai un profond respect pour le prophète. Oui. Que le prophète que nous connaissons. C'était un grand initié. Un grand être, en fait. On n'a aucun problème avec les édits de la religion. Nous disons que l'islam... Vous connaissez l'existence de l'islam politique. L'islam est devenu un creuset pour des conquêtes politiques depuis la chute du mur de Berlin. Et donc, ce n'est pas le même registre que le registre du chef traditionnel africain et qui fait le juge dans son village, dans sa cour. C'est différent. Donc, du moment où on remarque cela et on fait un recoupement avec l'évolution de la question de sécurité liée à l'islam dans les pays qui nous environnent, un État sérieux se pose des questions et fait des investigations. Et moi, je crois que il y a eu un grand changement depuis l'arrivée du président Faure Gnassingbé, notamment vis-à-vis de la question de l'armée. Après les troupes de 2005, l'armée a été vraiment casernée. Et beaucoup de personnes avaient cru et avaient pensé qu'il y a eu une certaine humanisation du régime. C'est la raison pour laquelle des gens ont été étonnés lorsqu'on a vu ce qu'on appelait des milices dans les rues. C'est demandé, mais est-ce que le pouvoir est encore comme cela? Et cela, ça prouve le fait qu'il y a eu entre-temps une certaine humanisation de l'armée, ou c'est-à-dire de l'activité de l'armée au plan national. Maintenant, cette résurgence de l'armée doit conduire les acteurs qui sont des observateurs sérieux à se poser des questions justes. Et en réalité, il n'y a jamais eu d'humanisation de l'armée. L'ANC a fait des marches pendant près de 4 ans et demi au Togo. Ces marches ont toujours été encadrées, presque jamais par l'armée. Vous suivez? Pourquoi l'armée revient? C'est une question que je vous relance. Et j'espère que vous relancerez cette question dans le débat public national. Parce que ce n'est pas une question anodine. Et ça veut dire qu'en réalité, c'est l'armée qui gouverne. On ne devrait pas forcément. L'armée qui a porté Faure Gnassingbé à bout de bras, en 2005, tout ce qui s'est passé, on le sait, on ne va pas revenir là-dessus. Après, naturellement, Faure Gnassingbé a été aux élections, on nous a dit qu'il a gagné, d'accord. Après, il a tenté quand même d'humaniser l'armée, mais en mode incatade, l'armée revient. Bon, je vais vous formuler une proposition à vous et à tous nos auditeurs, surtout la société civile. Que la société civile ait le courage de faire un comité et de rencontrer, si possible, le ministère de la Défense. Donc, Faure Gnassingbé. Ou carrément l'état-major. C'est une action citoyenne ordinaire dans une république qui se dit démocratique pour demander, sans injurier, dans le respect de l'institution, parce que nous sommes en décembre, vous voyez très bien qu'il y a moins de crimes qui sont commis. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent. Donc il faut du respect pour cette institution-là. Dans ce respect, on questionne l'état-major. Comment se fait-il qu'il y a cette résurgence de l'armée dans les rues, dans le pays? Et
il faut avoir le courage de poser ce problème. Je le dis, et je crois que le Togo tout entier gagnerait à comprendre pourquoi il y a la résurgence de l'armée dans une question qui serait en réalité une question d'ordre politique normal. Les gens manifestent, c'est normal. Les gens disent on doit revenir à la Constitution de 92, c'est une question technique et juridique. Ça n'a rien à voir avec la sécurité. Donc, c'est un débat que je Vous savez que l'armée, c'est la grande muette. Qu'elle ne parle presque pas. Oui. L'expression de l'armée, oui, c'est le bâton. Oui, mais du moment où il y a un conflit où il y a des questions qui se posent dans la société civile vis-à-vis du comportement de cette armée, et si on a le courage, ne fût-ce que envoyer même une lettre, les responsables de l'armée pourront, vous savez, lorsqu'on demande aux gens de se déshabiller, les gens qui portent le rouge, vous ne savez pas quelles informations ont filtré. Vous ne pouvez pas savoir. On n'a jamais demandé aux gens de se déshabiller. Donc, en fait, l'approche que j'introduis, c'est une approche qui veut que des gens, avant d'invectiver, avant d'injurier, qu'on cherche à comprendre. Voilà. Mais vous semblez être dans le secret des dieux. Vous devrez détenir des informations concernant donc l'insécurité au Togo. Je ne détiens aucune information particulière. Je sais que gérer une maison, un père de famille, une femme, 3 enfants est complexe. Gérer un État est très complexe. Et tout n'est jamais presque ni blanc ni noir. Très bien. Taxi FM 93.1. Vous savez que nous avons 4 éléments principaux. Oui, bien sûr. Donc, le feu, lorsqu'il se manifeste pour purifier, et il est chanté comme Alaga. Voilà. Donc, vous voulez un changement radical sur le continent africain? Nous voudrions que l'homme africain amorce une révolution personnelle. Que l'homme africain se pose des questions sur lui-même. Voilà. C'est par rapport à l'Occident? C'est par rapport au monde entier. Oui, pas forcément par rapport à l'Occident. Et nous devons, en tant qu'Africains, nous retrouver dans nos paradigmes. Et ce n'est qu'une fois retrouvés que nous pouvons aller sur le marché de l'échange, du donner et du recevoir. Parce que avec les autres. On écoute certains panafricanistes qui sont des conservateurs fins, bien entendu, qui sont réfractaires à tout ce qui est Occident. Et on déteste la France. Non, ce qui n'est pas une approche sage. Ce qui n'est pas une bonne approche. Et le monde, nous vivons, on ne peut pas vivre en autarcie. L'Afrique doit se retrouver. Mais l'Afrique ne peut pas nier les autres variantes de l'espèce humaine. Qui sont les autres, ou que sont les autres. Et nous devons vivre avec et pour les autres. Pour celui qui comprend réellement l'essence du panafricanisme, le panafricanisme ne s'oppose pas à l'Occident. Ça a été une erreur des idéologues comme Padmore, qui, encore que Padmore à la fin, a compris. Il a compris à la fin. Et qui avait vu qu'il devait se libérer du carcan colonial, se sont battus contre les Occidentaux. Et on a cru que le panafricanisme est une idéologie contre les Occidentaux. Vous prenez mon ouvrage « L'Afrique noire doit s'unir ». J'explique tout à fait avec des éléments historiques l'idéologie du panafricanisme, sa mutation dans le temps. On est panafricaniste parce qu'on veut faire de l'autocentrage sur l'Afrique. On veut que l'Afrique se développe à partir de ses valeurs endogènes. Pas dans une fonction anti-blanc, ni anti, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas le faire. C'est impossible. Et il y a quand même ce Torah aussi qui se dégage en Afrique, chez pas mal de nos concitoyens aussi. Anti-européens, anti-France, parce qu'on considère qu'ils sont à l'origine de tous nos maux. Oui, certains considèrent que la France est à l'origine des maux, de tous les maux de l'Afrique francophone. Mais est-ce que ça ne pas lui faire trop d'honneur, la France? Justement, c'est une exagération en fait. C'est un symptôme de la maladie dont souffre le colonisé et l'esclave africain. Où on remet l'oppresseur temporaire en fait. L'oppresseur conjoncturel, on le remet au centre de toutes les explications de son malheur. C'est une tendance qu'on étudie en psychologie, en psychanalyse. Oui. Donc la France a joué un rôle dans l'histoire de l'Afrique. Elle joue toujours un rôle. Mais les Africains sont les premiers acteurs de leur destin. Et donc, on ne peut pas mettre sur le dos de la France
les malheurs, tous les malheurs de l'Afrique. Pas du tout. C'est une mauvaise épistémologie, de mon point de vue. Oui, c'est votre avis sur le sujet, bien sûr. Alors, on revient sur la crise togolaise. On évoquait tout à l'heure la question de la sécurité aujourd'hui, qui aussi est réglée par les autorités par rapport à ces mouvements de foule de rue, qu'on a ça depuis presque 4 mois, il faut le dire. Alors, par rapport à la crise togolaise, j'ai retrouvé quand même un de vos récents communiqués, où vous dites que les troubles sociopolitiques qui minent actuellement le Togo, ces troubles ne sont pas ex nihilo. C'est un signe évident aussi de la fin, et c'est ça qui nous intéresse, la fin d'un cycle et le début d'une nouvelle ère politique au Togo. Ouais. Ça veut dire que vous parlez de la fin de ce régime qu'incarne aujourd'hui Faure Gnassingbé. C'est inéluctable. Pas tout à fait la fin du régime qu'incarne le président Faure Gnassingbé, pas tout à fait. La fin d'un cycle. Comprenez bien notre idée. Allez-y. Nous voulons dire, nous sommes dans un cycle de 30, de 3.0, 1960-1990. L'indépendance et les premiers troubles pour la démocratisation du pays. 90-2020, un autre cycle de 30 s'éteint. Donc il y a une nouvelle phase qui vient. Et nous avons dit qu'en fait, les problèmes proviennent des années 50-60. Les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et il faudrait qu'on les résolve. Une fois que ces problèmes sont résolus, on ferme la porte d'un cycle. Et on reprend une nouvelle page. Maintenant, le régime que nous avons actuellement au Togo représente un aspect de ce cycle. Tout comme les mouvances de l'opposition ou pour les populations qui représentent également un autre aspect du même cycle. C'est pour cela que lorsque nous disons que les uns et les autres doivent se comprendre sur l'essentiel pour basculer vers une nouvelle ère. Et justement, nous avions parlé en décembre 2016 de la 5e République. Je crois que le MPA a été l'un des premiers à en avoir parlé. On va aborder la conversation tout à l'heure. Voilà. Qu'il faudrait donc mettre un terme au cycle actuel qui a fait assez de mal à notre pays et relancer un nouveau cycle. Maintenant, avec quel acteur? On n'a pas dit qu'il faut éliminer certains acteurs. Non. On a dit que tous les acteurs sont de la solution. Alors, vous avez dit aussi que le Togo changera. Ces enfants reconstructeurs reviendront. Après une transition politique inévitable, la page ancienne sera tournée. Alors, parlons justement de cette transition. Comment est-ce que vous la concevez aujourd'hui dans la crise politique actuelle? Une partie de l'opposition estime que cette transition, il faut qu'elle arrive vite. Ça suppose que on doit balayer le régime de Faure Gnassingbé, on met en place une transition, et puis on passe à autre chose. On laisse maintenant la porte, on va aux élections, tout est clair, et les nouveaux dirigeants vont gérer le pays. Comment est-ce que vous la concevez? Voilà, ça c'est l'approche manichéenne oui, de la transition que nous avons récusée en fait. Nous disons ceci. La transition doit aboutir à quelque chose. À quoi est-ce que cette transition que nous proposons doit aboutir? En un mot, à une situation telle que les actuels gouvernants et les prochains gouvernants soient des gagnants de la formule transitoire. C'est cela la condition. Et c'est en cela qu'on parlera d'une transition. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'aucune partie, à l'issue de la transition, ne doive se percevoir comme ayant perdu, comme devant disparaître, comme étant la merde de la République. Et cette condition est essentielle pour une renaissance de notre pays. Mais en même temps, ça semble compliqué. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir, s'ils partent du pouvoir, ils estimeront qu'ils ont perdu. Ceux qui sont dans l'opposition, s'ils n'arrivent pas au pouvoir, ils estimeront qu'ils ont perdu, ils ne sont pas arrivés au pouvoir. Justement, vous êtes dans les deux extrémités-là, avec cette rhétorique. Oui, mais c'est ça le vrai problème aujourd'hui, il faut le poser. En réalité, on ne doit pas concevoir la transition comme étant un jeu à somme nulle, où quand tu gagnes, ça veut dire que je perds. Non. Et il faudrait se mettre d'accord sur un principe. Sur ce principe-là, déjà maintenant, que le parti au pouvoir et le gouvernement et les partis qui sont en train de prétendre de les remplacer doivent
s'accepter mutuellement et doivent trouver une solution telle que personne ne perde complètement la face. Je vais vous dire, c'est à ce prix que notre Togo, vu son histoire, connaîtra une alternance heureuse. Et si ce principe est acquis, alors on organise une transition durant laquelle on met les bases institutionnelles nouvelles pour cette nouvelle phase-là, où il n'y aura plus d'ennemis francs, mais il n'y aura que des adversaires sur des questions de vision politique, comme dans une démocratie normale. C'est cela l'accouchement. Nous sommes enceintes en fait, le Togo est enceinte. Il doit accoucher d'un enfant nouveau. Un enfant nouveau qui doit concrétiser ou cristalliser l'unité, la compréhension mutuelle entre les fils de notre pays. Ça peut vous paraître idéal. Mais sans cette condition... Ça a l'air justement. Oui. Le contexte actuel du Togo aujourd'hui ne peut jamais aboutir à ce que vous développez. Jamais, je ne dirais pas. Je crois que c'est possible. Parce que en réalité, toute la masse de la rue que vous voyez ne détermine rien. Ceux qui déterminent, c'est les leaders. Et les leaders sont au nombre de combien? De 14. 14 petites volontés dans l'océan du destin du Togo. De l'autre côté, du côté du gouvernement, combien de personnes sont les décideurs ou les déterminants? On peut les assimiler à 2 ou à 3 par simplification mathématique. Si au total, nous avons même 50 têtes qui décident, est-il si impossible qu'à travers un jeu de redistribution des cartes, même si cela se fait à un haut niveau, et que les peuples ne peuvent pas comprendre tout de suite, même si cela se fait à ce niveau, est-ce que c'est si difficile, si impossible, que des gens, des élites, se comprennent sur cela? Eux, ils passent, ou elles passent. De nouvelles personnes viendront. Je crois que c'est possible. Maintenant, là où la question devient peut-être difficile, c'est la façon dont le peuple a été entraîné dans le manichéisme, où on croit qu'il y a des anges d'un côté et des démons de l'autre. Non, si vous dites que le peuple a été entraîné, ça veut dire que ceux qui sont dans la rue, eux, ils ne réfléchissent pas, ils ne voient pas. Bon, je vais vous étonner. Allez-y. Je vais vous étonner, avec tout le respect que nous pouvons avoir pour nos frères et sœurs qui manifestent. Je peux vous dire qu'en général, ceux qui sont dans la rue sont ce qu'on appelle en politique, entre parenthèses, les imbéciles. Ce n'est pas de l'injure, c'est un concept, juste un concept. Cela veut dire des gens qui ne maîtrisent ni la queue ni la tête des dynamiques qui les manipulent. Cela, c'est vrai. De la manipulation? Bien sûr. Les gens qui marchent pour des raisons diverses. Et bien sûr. Quand vous prenez peut-être une femme, c'est parce qu'elle a un problème personnel. Vous prenez un homme, c'est parce qu'il ne travaille pas. Il y a des gens qui ont été brimés, d'autres qui ne n'ont pas de travail. Et il y a tout ce... Je sais pas, cette hétérogénéité. Des reproches qu'on fait justement au pouvoir. Oui, parce que le pouvoir a en ses mains les instruments de gouvernance sociale, justement. Et donc on dit non, vous gouvernez mal, nous souffrons, nous montons contre vous. C'est seulement cela, mais c'est trop synthétique. Et cela ne peut pas seulement être réglé par l'exigence d'un départ d'un chef d'État. Parce que si la masse qui subit était intelligente et rationnelle, elle devrait comprendre que la satisfaction de leurs exigences ou de ces exigences n'est pas du ressort du personnel, mais du systémique. Donc il y a une suspension du calcul rationnel dans la masse qui marche. Et c'est les leaders qui réfléchissent, qui comprennent les enjeux, qui reçoivent des informations qui n'arrivent même pas à divulguer. Et ce phénomène est normal. Il y a des leaders, il y a des suiveurs dans toute révolution, dans la vie des sociétés. Et moi je dis ceci, est-ce que ces leaders ne peuvent-ils pas, pour l'intérêt général de notre pays, se mettre d'accord avec les gouvernants pour une formule gagnant-gagnant pour le bien de notre pays? Ça suppose quoi, la formule gagnant-gagnant? Ça suppose un repartage des cartes, un respect de l'institution de l'armée, très important, un respect de toutes les communautés qui forment notre pays. Le langage où l'on stigmatise des communautés doit cesser.
Parce que ce langage alimente les crispations d'autres politiques. Et les leaders doivent le savoir. Et les masses populaires qui vivent dans cette dynamique doivent être éduquées, rééduquées. Lorsqu'un leader populaire va discuter avec le chef de l'État, on considère qu'il est un vendeur. C'est une erreur de la part de la masse. Et c'est une rééducation. Et cela, c'est les leaders de l'opposition qui doivent affronter ce problème, en fait. Et moi, je parle ici en tant que républicain, en tant que citoyen qui envisage notre pays de façon responsable. Oui, mais en même temps, vous faites beaucoup de reproches à l'opposition, à la classe opposante. Au niveau du régime, ceux qui gouvernent le pays, il y a forcément des manquements. Il y a des choses qui n'ont pas été faites en son temps ou en leur temps, qui font finalement qu'aujourd'hui, on en est là. On discute. Le problème est là. Et ceux qu'on peut catégoriser comme des imbéciles, ils sont toujours dans la rue. Bien sûr. Parce que, quelque part, des gens, à un moment donné, n'ont pas fait leur boulot. Oui, alors, parlons maintenant de la gouvernance. Vous avez parlé, vous avez raison, j'ai émis des critiques contre l'opposition. C'est normal. Il y a des critiques fortes et acerbes qu'on peut émettre contre le pouvoir. Contre, c'est-à-dire, quand je parle de pouvoir, je ne parle pas d'unir. Non. Les choses sont claires dans ma tête. Hein. Oui. Il y a un État au Togo et il y a un parti qui gouverne. Donc, la gouvernance a fauté en plusieurs secteurs. Quand vous prenez le secteur clé de la santé, le secteur de l'éducation, de la sécurité, du transport, de l'alimentation. Donc, le chef de l'État s'entoure de conseillers et de techniciens, de ministres qui travaillent et qui doivent exécuter un programme ou qui doivent même peut-être proposer des actions. Et ce travail doit être fait dans le plus grand des sérieux possible. Si une personne manque à cet engagement, en plus, elle détourne, on doit avoir le courage moral de la remercier, de mettre le bon homme au bon endroit. Et c'est cela qui a fait que aujourd'hui la paupérisation sociale est très crue, est très profonde. On doit pouvoir régler ce problème à travers le changement de l'équipe, des équipes des techniciens qui travaillent et qui gouvernent. Cela n'a rien à voir avec les partis politiques. La gouvernance, la présidence peut choisir des personnes qui n'ont rien à voir avec l'UNIR, ni avec les partis avec lesquels ils sont en collaboration, mais qui ont des compétences techniques qu'il faut pour résoudre des problèmes des populations. On les met à leur place et ils travaillent. Cette rupture doit être acquise comme principe pour que les problèmes sociaux qu'on a puissent diminuer. Peut-être que je vais reposer la question autrement. Est-ce que vous avez le sentiment que ce pays est bien géré? Dans certains domaines, non. Dans d'autres domaines, oui. Au plan de la sécurité, le pays est bien géré. Le Togo est l'un des rares pays sécurisés de la sous-région. Et il y a des gens qui travaillent pour ça. Mais ces derniers temps, on n'a pas le sentiment, même si on n'est pas en guerre, on n'est pas attaqué, il y a quand même des citoyens qui se plaignent de la violence policière dans nos rues. Bon, si vous me laissez continuer, allez-y. N'est-ce pas? Au plan diplomatique, le Togo a fait beaucoup d'efforts. Le Togo a un grand rayonnement diplomatique. Bien entendu, jusqu'au 19 août, où beaucoup d'efforts de notre diplomatie ont été compromis. Mais il y a un grand rayonnement du Togo à l'étranger. Bon, maintenant, revenons au plan économique. C'est clair qu'au plan économique, les dés ne sont pas bien lus. Il y a une mauvaise lecture des dés et nous souffrons beaucoup. Et l'argent ne circule pas. Et les gens se plaignent beaucoup. Il y a beaucoup de chômage. Et il y a surtout la corruption. Alors aujourd'hui, vous voulez qu'on passe à une autre république, la 5e république. Sur quoi est-ce que vous vous fondez? Il y a certains qui sont dans la rue depuis 4 mois qui demandent le départ de Faure Gnassingbé, à défaut d'avoir la constitution votée en 92, qui pour beaucoup de leaders n'a jamais été mise en application en réalité par le président général Gnassingbé Yadema. Vous ne croyez pas. Vous dites que on ne peut pas faire revenir la constitution de 92, que ce n'est pas possible. Et même la conséquence immédiate que certains veulent qui en découle, c'est-à-dire le départ de Faure Gnassingbé, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. C'est un mauvais calcul juridique. En réalité, la constitution de 1992, comme vous l'avez dit,
n'a pas tellement été appliqué dans sa complexité. Il y a eu des aspects qui ont été appliqués et d'autres non. Le bilan doit être dressé par les constitutionnalistes. Bon, maintenant, lorsqu'on dit qu'on doit faire un retour à cette constitution, c'est techniquement impossible. Et c'est historiquement incongru. Pourquoi? Parce que une constitution naît de ce qu'on appelle le pouvoir constituant. Or, dans la théorie du droit constitutionnel, le pouvoir constituant n'a de sa légitimité provient des rapports de force contingents. C'est comme cela. Et c'est cette légitimité naturelle qui découle quelquefois du droit naturel ou des théories du contrat que naît ce qu'on appelle le pouvoir constituant. Et ce pouvoir constituant émerge dans un cadre très précis de l'histoire du pays. Et on ne peut pas prendre un texte qui a émergé dans un contexte socio-historico-politique donné et le replaquer dans un autre contexte socio-historico-politique donné. Non. À chaque situation politique, un pouvoir constituant. À chaque situation politique, une constitution. C'est cela. Des gens ont estimé qu'en 92, un texte a été voté. Oui. Et que d'autres personnes, ou certaines personnes seulement, l'ont modifié. Oui. Alors qu'il n'y a aucun élément qui demandait à ce que ce texte soit modifié. Non, aujourd'hui, ils demandent qu'on retourne à ça. Non, après, on discute du reste. Non, alors ce débat pour un juriste, Ça, juriste que je suis, on ne va pas en parler parce que la Constitution... beaucoup plus politique. Non, la Constitution a été modifiée grâce à la Constitution elle-même. La Constitution elle-même a prévu qu'on peut la modifier de cette façon. Donc, les gens qui l'ont modifiée n'ont rien fait d'illégal. Si quelqu'un veut parler de d'illégitimité, nous rentrons dans le domaine du subjectif. Bien sûr. Et l'article 146 dit, en fait, qu'aucune légitimité, que toute légitimité dérive de cette Constitution. Vous voyez? Donc, c'est un débat qui ne va pas nous amener loin. Bon, maintenant, on l'a modifié. Lorsque d'autres personnes veulent la remodifier, il leur suffit d'avoir la majorité qualifiée pour le faire. C'est normal. Or, aujourd'hui, le Parlement que nous avons, qui est légitime et légal, ne permet pas à ceux qui veulent ce retour de faire cette modification constitutionnelle. Alors, comment vont-ils le faire? Donc, techniquement, c'est impossible sans le consensus de ceux qui ont la majorité. Donc, la question du consensus nous revient. Personne ne peut décréter, le chef de l'État, pour autant puissant qu'il soit, ne peut pas décréter qu'on fasse un retour à un texte constitutionnel antécédent, puisqu'il faut que des gens votent. Mais les gens qui doivent voter doivent être d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, en fait, ce n'est pas de la magie, cela. C'est la raison pour laquelle nous disons que ceux qui font cette réclamation, bon, il y a une nuance, il y a certains qui parlent de fondamentaux de 92. Oui. Là, c'est déjà plus acceptable, parce qu'on veut extraire l'esprit de la lettre. Et on peut faire des modifications actuelles à travers d'autres lettres pour refléter cet esprit. C'est possible. Mais lorsqu'on nous dit qu'il faut ramener la C92, je crois que c'est de l'ordre de l'utopique. Bon, maintenant, lorsqu'on dit lorsqu'on ramène... de ramener, il y a un point essentiel, cette petite phrase, en aucun cas. C'est ça, en réalité, qui pose le problème. Justement, lorsqu'on dit... Même quand on parle de retour aux fondamentaux, tel que Gilles Christ l'a dit, tel que Yaouvi Agouiba aussi l'a dit, c'est par rapport à ça. Oui, mais il y a une question essentielle. Ce sera une modification constitutionnelle. Oui. Et donc, la Constitution, du moment où elle est modifiée et elle est adoptée, elle prend effet à partir de cet instant-là. Oui. Elle n'a pas d'effet rétroactif, à moins que le législateur ait précisé dans l'article que cet article aura effet rétroactif. Donc, nous sommes dans une situation où, oui, pour le retour aux fondamentaux de 92, mais la conclusion qu'on doit tirer de ce retour, c'est que les textes rentrent en vigueur à partir du moment où on les vote, on les adopte. Et donc, même dans ce cas, ne partira pas en 2020. Non, il ne partira pas. Ça, il partira pas. Il ne peut pas partir sur la base d'un test juridique de ce pays. On ne peut pas non plus dire au chef de l'État qu'il ne peut pas se représenter en 2020 sur la base d'un test juridique. Non. C'est impossible. Parce que vous savez, il y a les droits de l'homme. Le Togo a ratifié tous les protocoles additionnels. Voilà. Et on ne peut pas restreindre ex nihilo les droits civiques et politiques d'un individu. Donc, sur la base de quoi peut-on dire que vous, par exemple, vous pouvez peut être président en 2020 si c'est vous qui êtes président actuellement? Non. Peut-être si on va à des discussions politiques dans des couloirs avec vous,
ont réussi à vous convaincre. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas de l'ordre du juridique. Et donc, lorsqu'on dit le président n'a qu'à démissionner, c'est une revendication pour créer du buzz. D'autres disent du buzz, Oui, n'est-ce bien pas? sûr. Et pour créer de l'engouement et de la polarisation des médias autour du mouvement. Et voilà, c'est une opération de communication politique. Mais au fond, les gens savent que le chef d'État ne peut pas démissionner. Maintenant, concernant son départ en 2020, dont M. Gilchrist Olympio a parlé, il a très bien dit qu'il lui suggère. Oui, c'est une proposition. Voilà. Et ça, on comprend que M. Gilchrist a acquis le principe suivant lequel on ne peut pas imposer au chef de l'État de ne pas le faire. Et c'est déjà acceptable. Parce que alors, ce sera au chef de l'État de décider en tant que citoyen si je veux être candidat en 2020 ou pas. Et si son parti lui permet de représenter le parti. Alors aujourd'hui, vous voulez qu'on passe à une autre république, la 5e République. Oui. Ça dit quoi en réalité? Parce qu'on a écouté pas mal de choses. Alors, là, Quand on passe à une autre république, oui. qu'est-ce qui se passe en ce moment? Cela veut dire qu'on change le format d'administration de tout le pays. On change en réalité tout le système politique. On multiplie tout par 0. Non, ça ne se fait jamais par une multiplication par 0. Peut-être Parce que, de façon bon, synthétique. oui, je sais, vous avez voulu exprimer. Alors, c'est toujours sur la base de l'ancien que l'on construit le nouveau. Et il y a un auteur français qui dit que toute révolution se passe toujours sur fond de continuité. Vous voyez? Et toute permanence intègre toujours des variations. Oui. Donc, nous sommes dans une situation où une 5e République va naître à partir de la 4e pour résoudre les problèmes de la 4e République. Pas seulement des problèmes Est-ce que c'est pour résoudre textuels. les problèmes ou c'est pour annuler ces problèmes et on passe à autre chose? Non, justement, non, je ne sais pas dans quel sens ceux qui en ont parlé après nous l'ont entendu. Mais nous, dans notre proposition initiale, nous avons dit qu'il faut absolument résoudre le problème sous-jacent à la crise actuelle et proposer un modèle évolutif dans une 5e République qui donnera de la paix à toutes les parties. Voilà. Alors, on a 30 secondes. Est-ce que 50 ans de ce régime, ça vous choque ou ça vous choque pas? Moi, particulièrement, ça ne me choque pas. Parce que j'ai appris... 50 ans de règne Oui. d'une seule famille, Non, ça vous choque pas? non, ça ne me choque pas. J'ai appris que tout ce qui arrive, arrive parce qu'il y a des conditions pour que cette chose arrive. Et ce qui donc doit choquer, c'est ces conditions qui ont permis les 50 ans. Pas les 50 ans qui sont un résultat de certaines conditions. Voilà. Merci beaucoup, Dr. Ekwe Gadafoli. Merci d'être venu nous voir ce matin. On espère vous avoir plus souvent pour exprimer votre point de vue. C'est votre avis et nous le respectons. J'espère que ceux qui nous ont suivis aussi respectent votre avis, puisque eux aussi, chaque fois on leur donne la parole sur les radios, ils ont leur avis également. Merci beaucoup et merci à vous. Bonne journée. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Appelez-moi Eric Gato. À très bientôt. Au revoir. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.